Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landais Associés par VK. On va parler de cinéma tout à l'heure, mais tout de suite plein feu sur les actualités de la semaine avec en matière d'agents la DGFP qui publie un guide, à l'attention des agents donc, sur la protection fonctionnelle et puis lancement de la campagne 2023 sur la publication des plus hautes rémunérations pour un certain nombre de collectivités dans la FPT. Le Conseil d'État de son côté a statué sur la question. Bien sûr, il y a le maintien de la rémunération pour le congé maladie, mais y compris les majorations de traitement ultramarines, notamment à Mayotte. Réponse avec le Conseil d'État. La Cour des comptes, quant à elle, estime qu'est très problématique la gestion de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique de l'État, et elle appelle à un certain nombre de réformes. Si on passe au contrat maintenant, ok, on peut faire une transaction. Quels sont les recours des tiers en responsabilité pour le fait d'avoir passé cette transaction? Réponse très restrictive, y compris pour la Sécu. Conseil d'État 22 mars 2024. En l'espèce, c'était une transaction, mais plus généralement, quand je passe un contrat, je peux faire un recours dit bézien. C'est-à-dire qu'une des deux parties au contrat, dans le respect du principe des loyautés et relations contractuelles, peut aller faire reconnaître par le juge que le contrat est vraiment trop illicite ou qu'il y a des vices trop graves. Oui, mais je peux faire ça pendant combien de temps? Est-ce que j'ai réellement une prescription quinquennale en la matière, y compris quand je parle de transaction? Réponse de la CA de Versailles. Et puis, dans quel cadre je peux, pour perte de confiance, faire une résiliation pour motif d'intérêt général? Réponse discutée de la CA de Nantes, 19 janvier 2024. Passons à l'urbanisme maintenant. On a une construction illégale, d'accord, on l'exproprie, très bien. Mais cette construction illégale, on ne peut plus en imposer la démolition. Alors, du coup, la personne expropriée dit « Ah il faut m'indemniser au titre de cette construction, parce que même s'il est illégal, j'en ai quand même la jouissance, puisque il est trop tard pour faire une action de démolition. » Oui, j'indemnise pas quand même, nous dit la Cour de cassation. Et puis, le Conseil d'État, de son côté, nous dit quel est l'office du juge d'appel quand il y a un jugement qui annulait une décision refusant une autorisation d'urbanisme. Peu technique. Et le Conseil d'État également clarifie, en matière d'antenne de téléphonie mobile, quels sont les régimes juridiques applicables. 2 textes sur la voirie, un arrêté qui modifie la signalisation routière, en perspective des JO, mais pas uniquement, et puis une loi pour, vous savez, il y a une décentralisation par la loi 3DS d'un certain nombre de voiries, au profit des départements, dans certains cas métropoles, surtout régions, enfin surtout départements, et les régions, c'était avec un régime alternatif de mise à disposition pour un certain nombre d'années. Ce régime est modifié par une loi du 22 mars 2024. Bon, vous le savez, le plan Vigipirate se retrouve de nouveau à réélever à son niveau maximal. Donc toutes les collectivités se mettent en branle pour sécuriser les écoles, les gymnases, un certain nombre de lieux. Je vous renvoie sur ce point à une vidéo qu'on a faite ensemble. Voici ici les références, dans le cadre de nos 10 minutes juridiques, avec quelqu'un de la police nationale qui était très intéressant sur comment concrètement sécuriser les choses. Ça vaut le coup de le revoir maintenant. Et puis, en matière de décentralisation et d'unité nationale, ça y est, on connaît le texte de l'avant-projet de réforme constitutionnelle sur la Corse, qui a été approuvé par l'Assemblée de Corse. Voici ici les références, avec des choses assez audacieuses, qui évidemment suscitent le débat. Et puis, ce qui est un peu moins contesté, c'est le pass colo. On a eu le pass culture, le passeport, on a le pass colo. Ça avait été annoncé en juillet 2023. Le texte est maintenant adopté et applicable, y compris pour les vacances de printemps. Et puis les mini-rêves, que voici, que voilà, et que voici encore. Mais abordons tout de suite notre grand dossier, les collectivités et le cinéma. Bon allez. Je vous emmène effectivement au cinéma parce que c'est passionnant, c'est drôle, c'est agréable et c'est important pour la vie culturelle dans les territoires. Oui, mais avec quels paramètres? Quel financement? Quel mode de gestion? Dans quel cas puis-je faire juste un bail commercial et des aides loueurs? Dans quel cas ai-je intérêt à faire un marché public ou une DSP? Quels sont les paramètres, y compris d'aménagement commercial, à prendre en compte? Sur tout ceci, 3 spécialistes. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Allez, Évangélien, on commence par toi. Quels sont les paramètres juridiques à avoir à l'esprit, qui est service public ou domaine public, on peut se retrouver parfois d'ailleurs avec des montages sur domaine public, dans un centre culturel par exemple, quid des montages purement privés, quels sont les choix juridiques, les solutions juridiques qui s'offrent à nous?
pour gérer un cinéma, en tant que personne publique, plusieurs modes de gestion sont possibles. D'ores et déjà, on doit clarifier une chose qui me semble importante, c'est qu'il n'y a pas des bons et des mauvais modes de gestion pour gérer un cinéma, hein. Il y a des modes de gestion adaptés ou moins adaptés, voire pas adaptés du tout, hein, pour un projet spécifique pour ce qu'on veut faire. Donc, à chaque fois, on va partir de notre projet pour appliquer les différents paramètres juridiques, hein, pour aboutir au montage juridique qui est le mieux pour ce projet spécifique. Donc, il faudrait un petit peu réfléchir en amont. Il faudrait peut-être faire appel aussi à des conseils qui sont spécifiques en la matière, juridique et spécifiés dans le cinéma, pour avoir le meilleur conseil possible. Alors, plusieurs paramètres donc doivent être pris en compte lorsqu'on réfléchit sur le mode de gestion. Est-ce qu'on est en présence, par exemple, d'un service public ou pas? Est-ce qu'on souhaite avoir un contrôle total sur notre service ou pas? Est-ce qu'on a les moyens de financer totalement notre projet ou pas, ou partiellement, ou pas du tout? Voilà. Donc, tous ces paramètres-là sont hyper importants. Alors, si le projet est privé, alors la collectivité n'a pas à décider du mode de gestion. Je vais prendre un exemple simple. C'est quand on aide une association qui existe déjà sur notre territoire et qui s'occupe d'un cinéma associatif et qu'on ne s'immisce pas de sa gestion en tant que personne publique, alors là, nous sommes en présence d'un projet privé et l'administration peut subventionner dans certains cas et dans certaines conditions, mais elle ne peut pas s'immiscer de la gestion de ce cinéma. En revanche, si on a un montage privé, par exemple un bail commercial, c'est possible de gérer un cinéma via un bail commercial, bien sûr. Et d'un seul coup, la collectivité s'empare de ce projet en le modifiant, en adoptant des délibérations, en l'érigeant en quelque sorte en service public, en s'occupant de la construction d'un nouveau bâtiment, en délibérant et en disant, voilà, là, on voudrait faire un nouveau cinéma, on voudrait, par exemple, avoir une programmation différente de ce qui se passe aujourd'hui, etc. Alors, le projet devient petit à petit un projet public. Et là, on ne peut pas, par exemple, construire un nouveau bâtiment et dire à l'association, ben voilà, tu vas gérer notre cinéma. Ça, c'est plus possible. On doit passer par la case commande publique, donc code de la commande publique, et avoir recours à d'autres modes de gestion, par exemple via une délégation de service public, ou alors via une régie, hein, on peut le gérer tout seul en interne, ou alors via un marché public. Alors, pour la régie, hein, la gestion en régie suppose que la personne publique va recruter du personnel, donc qu'elle va s'immiscer complètement de la gestion, qu'elle va gérer ça en interne. Le bon côté de ce montage, c'est qu'on a un contrôle total sur la gestion du service, bien sûr, sur la programmation, on fait ce qu'on veut, hein, au niveau des films qu'on choisit, etc. Mais quand même, le mauvais côté, c'est bien sûr qu'on assume tous les risques de l'exploitation et la gestion du personnel, le RH, etc., etc. Donc, voilà les mauvais côtés, hein. La délégation de service public, c'est les modes de gestion par excellence, hein, lorsque nous souhaitons externaliser la gestion de notre cinéma. Je dirais que c'est vers ce montage-là qu'on doit se diriger. J'expliquerai pourquoi les marchés publics, ce n'est pas forcément un montage adapté. La DSP présente en effet pas mal d'avantages, car comme le délégataire est rémunéré sur les résultats de l'exploitation, nous pouvons supposer, en tout cas sur le papier, qu'il va se battre un minimum et qu'en fait va vouloir que le service fonctionne bien, puisqu'il est rémunéré de cette manière-là aussi. Autre gros avantage est le fait que le délégataire assume tout seul les risques de l'exploitation. Bien sûr, dans certains cas, peut revenir demander des indemnisations à la personne publique, mais tout ça, c'est bien cadré par la loi. En revanche, la personne publique perd un tout petit peu quand même son contrôle sur la gestion puisque c'est les délégataires qui les gèrent au quotidien. Après, dans le contrat, quand il est bien rédigé, on peut tout à fait avoir des clauses qui peuvent effectivement diriger le contrôle de la personne publique. Antoine, passons à toi. Tu es le technicien, le financier de l'équipe. Quels paramètres gestionnaires, financiers à prendre en compte en matière de mode de gestion, en matière d'aménagement commercial, d'aide du CNC, etc. De mon point de vue, du point de vue d'un cabinet d'études cinéma, c'est quel est le marché potentiel. Donc la fréquentation qu'on peut viser, le chiffre d'affaires qu'on peut viser. À partir de là, on en déduit un compte de résultat prévisionnel. Et donc, il faut d'abord déterminer est-ce qu'un exploitant privé peut
équilibrer ses comptes, c'est déjà une première observation, et en plus avoir une capacité d'investissement, de remboursement d'emprunt. Donc, quelle va être sa capacité à mener financièrement ce projet tout seul? Ça, c'est la première chose, parce que je dirais le critère économique, il est fondamental. Nous, on a tendance à conseiller une collectivité de s'appuyer sur les exploitants, soit laisser le privé faire, soit, comme l'a dit Evangelia, privilégier la DSP, ce qui est un bon partage des compétences, en plus des risques. Voilà, donc ça c'est le premier point. Est-ce qu'on peut dégager les moyens financiers pour investir, pour amortir un investissement ou pas? Est-ce qu'il y aura un déficit d'exploitation ou pas? Ensuite, deuxième point, il y a une volonté politique, c'est-à-dire que quelle est la volonté de la collectivité? On peut avoir une ambition d'une collectivité de tout maîtriser. Donc à ce moment-là, la régie s'impose, ou en tous les cas de tout maîtriser sur la conception du cinéma, sa construction, sa propriété, et le choix de son exploitant, avec ce qui va avec, c'est-à-dire les orientations en termes de programmation, d'animation, etc. Mais voilà, on doit aussi adapter le projet à cette volonté. On a des fois des collectivités qui disent « je ne veux surtout pas m'engager financièrement, je suis prêt à aider, mais pas à être propriétaire ». Donc on adapte aussi le projet à cette volonté. Et puis volonté liée à la capacité financière. C'est-à-dire qu'il faut encore que la collectivité ait la capacité de financer la construction d'un cinéma. Le cas qu'évoquait Evangelia est fréquent. Et donc, à ce moment-là, est-ce qu'elle peut mettre les 2, 3, 4 millions d'euros, voire plus, pour construire l'ensemble de l'équipement? C'est une autre problématique. Voilà. Alors après, il y a la question reliée, c'est celle des aides, hein. C'est-à-dire que ce qu'on observe aussi dans le projet, bon, si on a un montage avec une collectivité qui investit dans la création du cinéma, qui passe par la case DSP, on peut avoir des DSP où l'exploitant, le futur exploitant, investisse une partie, ce qu'on appelle l'aménagement spécifique, hein, cabine, écran, fauteuil, aménagement du hall. Donc ça contribue à sa prise de risque économique, ça permet d'avoir des contrats de DSP éventuellement plus longs. Il faut faire attention à une chose, c'est que les aides, les subventions d'État, cette fois-ci, ou en région, mais commençons par le CNC, l'aide sélective du CNC est attribuée par principe au propriétaire du fonds de commerce et à celui qui ensuite va exploiter. Alors, si ce n'est pas la même personne morale, il faut faire attention à ça. Si on a un exploitant privé qui aura les cartes d'autorisation d'exploiter et à qui on va déléguer le compte de soutien cinéma, il faut faire attention à ce qu'il ait une part d'investissement importante. Enfin, là, je ne veux pas rentrer dans des détails, mais disons qu'on est dans une construction du projet qui doit aussi tenir compte des financements qu'on peut aller solliciter, nationaux auprès du ministère de la Culture et du CNC et auprès des différentes collectivités. Et donc, qui va investir quoi, avec quelles compétences? Voilà. Et rappel du contexte de la loi Sueur, hein, c'est une loi de 92 qui avait initialement été créée dans une période où ça allait mal dans l'exploitation cinématographique. Et donc cette loi Sueur, d'abord, a été là pour autoriser les collectivités locales et territoriales à subventionner le fonctionnement des cinémas. C'était d'abord ça la philosophie, pour éviter des faillites ou des rachats. On avait une alternative, c'était soit les cinémas faisaient faillite et disparaissaient, soit les collectivités étaient condamnées à les racheter, et généralement à les gérer en régie, ce qui était très lourd. Et on a trouvé ce chemin intermédiaire de maintien de l'exploitation privée avec une subvention de fonctionnement. Ensuite, le marché a été mieux, beaucoup de projets ont été relancés, et cette loi Sueur a été ensuite de plus en plus utilisée pour l'investissement. Il faut savoir que les deux sont possibles. Une collectivité, alors les collectivités, à concurrence de 30% du budget d'investissement ou de fonctionnement, peuvent contribuer donc à un projet de cinéma et ensuite à son fonctionnement sans je dirais, mettre les doigts dans le rouage de la propriété ou la responsabilité de gestion. Très bien. Et Marc, vous qui êtes un spécialiste de tout ce qui est droit de la culture et notamment du cinéma, plus largement, est-ce que vous pourriez exposer aux juristes qui nous écoutent à quel point le droit du cinéma est un incroyable carrefour de cadres juridiques divers? Alors, en effet, quand on dit droit du cinéma, on est amené, c'est une matière composite, donc on est amené à faire travailler dans énormément de secteurs du droit. Alors, on a vu déjà un éventail de ce que ça pouvait représenter avec ces interventions. Le droit du cinéma, ça peut être par exemple du droit de l'urbanisme. Vous avez toute une partie qui relève du droit de l'urbanisme. Il y a un urbanisme commercial qui est propre aux activités cinématographiques et assez peu commenté d'ailleurs. Alors moi, je m'en charge de commenter chaque année. Il y a quelques décisions par an qui sont intéressantes sur cette thématique, qui est traitée en cas de problématique par le Conseil d'État, par des jurisprudences assez riches, assez longues, des véritables feuilletons sur ces thématiques. Évidemment, quand on pense au droit du cinéma, on a plutôt tendance, moi je le vis quotidiennement, quand je dis que je fais le droit du cinéma, on a tendance à penser que c'est du droit à la propriété intellectuelle et du droit à l'image. Et
encore il y a quelques jours, j'ai été contacté par un étudiant qui m'a dit « Vous faites du droit du cinéma, vous faites donc du droit à la propriété intellectuelle. » Et moi, j'en fais pas du tout du droit à la propriété intellectuelle, je m'occupe de la régulation. Donc, il y a du droit de la propriété intellectuelle, il y a du droit à l'image, ça c'est déjà un gros secteur d'activité pour le droit du cinéma, mais à côté, il y a tout le droit de la régulation. Et c'est-à-dire en fait l'intervention du secteur public dans le domaine cinématographique. Et le secteur public, les personnes publiques sont très présentes, que ce soit l'État ou les collectivités locales, dans les activités cinématographiques françaises. Vous avez donc à faire énormément de droit public, du droit du service public, du droit public économique, parce qu'il faut aussi s'intéresser aux aides d'État dans certains cas. Donc ça vous amène à faire du droit de l'Union européenne si vous faites du droit des aides d'État. Vous avez beaucoup de fiscalité. On a parlé du CNC tout à l'heure. Le CNC est alimenté par une fiscalité spéciale, par des taxes qui viennent justement d'évoluer ces jours derniers, qui ont complètement été réaménagées ces jours derniers. Moi, par exemple, je suis obligé de faire de la fiscalité. Ce n'était pas ma formation première, parce que je suis administrativiste. Donc, vous voyez, c'est très riche. Urbanisme, fiscalité, droit public économique, droit du service public. C'est la police administrative également. Actuellement, par exemple, on a toute je vais dire une vague, une mini-vague, il ne faut pas dramatiser la situation, mais on a une mini-vague d'interdiction locale de films en salle de cinéma. Alors certaines interdictions locales ont été motivées par des films qui avaient trait plus de près ou de loin au conflit israélo-palestinien. Donc des préfets ou des maires ont annulé des projections locales. Alors une était dédiée à un terroriste qui défendait la cause palestinienne qui est emprisonné en France. Un autre était dédié à l'assassinat du général iranien Soleimani. Et dans ces cas-là, eh bien, quand le juge administratif est saisi, généralement le juge administratif annule tout bonnement ces interdictions locales. Et on a même eu un maire qui, il y a quelques jours, a interdit la diffusion d'un film dédié à la gestion de l'eau et aux méga-bassines, dans un secteur où justement il y a des tensions sur ces méga-bassines. Il n'y a pas eu de saisine du juge administratif, mais s'il y avait une saisine du juge administratif, ces décisions de police administrative locale auraient probablement été annulées également. Donc, vous voyez, le droit du cinéma, c'est également beaucoup de droits administratifs. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.